Alors tout d'abord, je me présente, Didier Sarels, je travaille à la direction régionale des Hauts-de-France de l'Association des paralysés de France, où je suis responsable de l'offre de services et avec une mission spécifique sur la vie affective, sexuelle et la parentalité pour les personnes en situation de handicap. On ne m'entend pas assez, alors je vais me rapprocher du micro, c'est mieux. Je suis là au titre de la casquette que j'ai aussi de l'animation d'un collectif interassociatif qui comprend 6 associations que sont l'ADAPT, la SRL, le Centre Hélène Borel, les Papillons Blancs du Douaisis, le GAPAS et l'APF, j'espère n'avoir oublié personne. Donc un collectif qui, localement, essaye d'animer cette thématique de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Collectif qui est un collectif ouvert, donc si d'autres associations veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Il y aura un flyer qui sera mis à disposition sur la table à la sortie pour vous donner les coordonnées des uns et des autres. Et ce collectif interviendra aussi demain après-midi lors de la table ronde qui a été organisée. Donc je tenais à remercier les organisateurs, à la fois le Conseil départemental du Nord, l'INSERM et l'Université de Lille 2 de cette organisation et de nous avoir invités dans cette organisation pour avoir une place qui, ma foi, nous permet aussi de nous faire connaître et c'est important pour nous. Alors il y a 2 partenaires locaux que je voulais aussi saluer parce que ce sont des partenaires qui nous apportent beaucoup au niveau des associations. C'est le planning familial et je salue Christine Trinel qui est ici dans la salle et également l'IRTS de Lille en la personne de son directeur Bertrand Copin qui est également une personne ressource avec laquelle nous travaillons en partenariat étroit. Voilà, alors cet après-midi, on va essayer de relever le défi que M. Pi ce matin avait lancé d'incarnation du propos du droit sur la thématique. Et nous aurons donc différents intervenants en la personne de François Crochon, qui est ici à ma gauche, et qui se présentera plus précisément, qui interviendra donc sur l'importance et la diversité de la normalisation des pratiques sexuelles. Puis interviendra Pierre Brasseur, qui est à sa gauche, sur genre, sexualité et handicap, aspect sociologique. Et enfin, pour terminer cette première partie d'après-midi, la sexualité, objet d'un droit A, par Marc Plichard, qui est à ma droite. Nous aurons ensuite un temps de questions-réponses. On essaiera de rattraper le retard qu'on a pris et nous nous en excusons auprès de vous dans le démarrage de cet après-midi. Oui, j'entends que le micro, ça va mieux là. Merci. Après la pause de 15 heures, nous aurons également 3 intervenants. Donc Audrey Darsonville sur la connaissance et méconnaissance de la législation pénale entre protection et surprotection. Puis Jean-Luc Letellier, donc, qui interviendra sur l'accompagnement de la vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap. Et enfin, Madame Manarino, qui clôturera cette journée. Alors, puisque le cadre est posé, je passe tout de suite la parole à François Crochon pour son intervention. Et je vous laisse vous présenter plus précisément. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de me présenter. Donc je ne suis pas juriste, je suis sexologue. Donc effectivement déjà c'est un petit peu particulier. Donc mon propos va être peut-être un petit peu différent, mais va s'articuler autour de la santé sexuelle, des droits sexuels et peut-être aussi d'une forme d'éthique de l'accompagnement en intégrant effectivement la question des normes et peut-être des définitions, puisque qui dit norme dit définition. Je vais peut-être juste aller brancher mon petit PowerPoint. Alors juste peut-être d'où je parle très rapidement, parce qu'on en parlait à
table, c'est quand même important aussi de savoir d'où les gens parlent. Je suis responsable du CERES, qui est un centre ressources handicap et sexualité, qui est à l'origine, qui avait été porté par Handicap International et qui a effectivement comme objet la promotion de la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, quelle que soit la nature et l'origine du handicap, et quel que soit le choix, entre guillemets, du lieu de vie, à domicile ou en établissement. Donc je serai très bref, sachant que si vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affichera à la fin, on peut vous renvoyer sans problème le PowerPoint si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est de parler des normes et donc forcément des représentations. Alors je pense que ça a été largement abordé ce matin par Alain Giamy, mais je voudrais mettre l'accent sur 2 études récentes qui concernaient les représentations du handicap et de la sexualité. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de tabou? La question a été posée en ce qui concernait la sexualité des personnes âgées. Moi, je pense que lorsqu'on évoque la sexualité des personnes en situation de handicap, désormais, il y a vraiment beaucoup de sources d'informations. Grand public, comme ces films-là qui apparaissent, plus ou moins effectivement grand public, qui traitent tous, à part plus ou moins importante, de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, dont le film Prends-moi, qu'on verra demain, le petit documentaire de 10 minutes. L'intérêt, c'est que sur le côté droit de la diapo, on voit qu'il y a beaucoup de cinéma d'auteur qui émerge et de cinéma aussi qui sont faits, de films qui sont faits par des personnes concernées, elles-mêmes en situation de handicap, que ce soit des documentaires ou des œuvres de fiction. Alors, l'APF, puisqu'il s'agit de l'APF, avait lancé une étude en 2006 qui concernait effectivement la sexualité des personnes en situation de handicap. Et ce qu'on observait alors était assez préoccupant, puisqu'en fait, on voyait que simplement 87% des Français pensaient que vivre en couple avec une personne en situation de handicap nécessitait du courage. Alors là, rien à dire, parce que vivre en couple, par définition, ça nécessite du courage, que la personne soit en situation de handicap ou non. Donc... effectivement, c'est le meilleur moyen d'avoir des difficultés ou des soucis qu'on n'aura jamais eu tout seul. Donc, comme disait notre ami Lacan. Mais ce qui était plus préoccupant, c'était que quasiment 4 Français sur 10 pensaient que les personnes en situation de handicap n'avaient pas de vie sexuelle. Et puis, 10 ans plus tard, c'est l'ADAPT qui a commandé effectivement une autre étude. Et là, on voit que ces chiffres se renversent complètement. C'est-à-dire qu'on est passé de 39% à 96% des Français qui pensaient que les personnes en situation de handicap avaient une vie sexuelle. Donc c'est assez étonnant, mais je pense que c'est lié aussi au nombre de colloques, de journées d'études, d'ouvrages émérites, de thèses, etc., qui ont fleuri ces 15 dernières années. C'est vrai que du temps du service accompagnement à la vie affective et sexuelle de Handicap International, on avait beaucoup de mal à rassembler un fonds ressources documentaires intéressant. Aujourd'hui, à Lyon, puisqu'on est basé à Lyon, qu'on intervient sur l'ensemble du territoire français, on a plus de 1200 références qui concernent cette thématique de la vie affective et sexuelle. Des films, multimédia, articles, etc., mais aussi des outils d'intervention. Alors, on va se questionner ensemble. Est-ce que c'est devenu un marché aussi, la question handicap et sexualité? Je pense qu'en termes de formation, etc., d'outils qui sont édités, c'est aussi dans une logique très libérale qu'on peut imaginer que les normes ont changé, et peut-être aussi au niveau des niches de traitement possibles pour certaines pathologies. On l'évoquait à table avec les intervenants. Le ressort, définir le handicap, c'est très compliqué. Parce qu'une personne en situation de handicap est un citoyen, une citoyenne, bien entendu, mais c'est une personne qui est à la fois si proche de moi et si étrangère. Et c'est une personne qui va nous renvoyer un reflet qui est inquiétant, peut-être sidérant, etc. Et généralement, quand on est mal à l'aise avec une problématique en nous, il y a une méthode, une technique de défense, un mécanisme de défense qui s'appelle le refoulement. C'est-à-dire simplement, on a tendance à mettre un couvercle sur les choses qui nous font peur, qui nous dérangent. Et pendant très longtemps, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être qu'un des effets de la loi du 11 février 2005 et la loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation sociale et
la citoyenneté des personnes en situation de handicap a eu des effets aussi, ne serait-ce qu'en termes de scolarisation des personnes en situation de handicap. Et peut-être que le regard a pu changer en côtoyant des collègues en situation de handicap, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée ou à l'université, bien entendu. Bon, sachant que ce n'est pas toujours évident. Si j'étais venu en fauteuil, je ne sais pas comment j'aurais pu accéder au gradin, mais je pense qu'il y a des solutions. Voilà. Alors, la définition du handicap, ça peut être très important aussi de savoir de quoi on parle. Pourquoi est-ce qu'on passe tout ce temps à dire personne en situation de handicap et qu'on ne dit pas les handicapés, tout simplement. Alors, revenons un petit peu sur les définitions de l'OMS. D'abord, cette définition que vous connaissez, puisque c'est la définition de Wood, 1981, qui était une définition, je caricature un petit peu, mais qui était très médicale, très linéaire, puisqu'en fait, à une déficience correspondait une incapacité qui se traduisait par un désavantage dans la vie de la personne. En gros, on était handicapé à X%. C'est un petit peu normal. Hein. Quand les soldats revenaient de l'armée, il a bien fallu les indemniser. Donc il fallait trouver, on disait un œil c'est 30%, un bras c'est 30%, etc. Si on avait la chance d'arriver à 80%, on avait peut-être des places de parking, des je ne sais pas quoi, on ne payait pas la redevance télé, des choses comme ça. Mais vous voyez que cette vision est très linéaire et ne prend pas en compte justement la diversité des choix de vie des personnes. Donc du coup, on s'est dirigé en 2002 sur une définition, en 2001 pardon, sur une définition qui est beaucoup plus sociale du handicap, qui est la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas m'appesantir dessus, ce n'est pas mon propos, mais c'est de repérer, grâce à Patrick Fougerolas, les processus de production du handicap. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que c'est l'interaction entre des facteurs personnels qui sont intrinsèques, qui effectivement vont pouvoir être observés au niveau médical. On va pouvoir observer des déficiences, un chromosome 21 en plus, une lésion au niveau de la colonne vertébrale, etc., qui va induire ou non des capacités, des incapacités, qui vont être traduites en termes de verbes d'action. Alors, ça peut être se lever tout seul, s'habiller tout seul, uriner, avoir une érection, une lubrification, etc. Et cette interaction va être avec le choix de vie de la personne. Ce qu'on voit ici, c'est-à-dire en termes de participation sociale, c'est un grand mot, c'est-à-dire que veut faire la personne de sa vie. Est-ce qu'elle veut vivre chez elle ou en établissement ? Est-ce qu'elle veut étudier ? Et où ? À Lille, à Lyon, à Paris ? Est-ce qu'elle veut vivre le jour, la nuit ? Est-ce qu'elle veut vivre en couple ou non ? Est-ce qu'elle veut vivre le jour, la nuit, etc. Est-ce qu'elle veut des enfants ? Et c'est en fonction des choix de vie de la personne qu'on va observer dans l'environnement quels sont les obstacles ou au contraire les éléments facilitateurs qui font qu'une personne sera ou non en situation de handicap. Et ça, je m'excuse, c'est un petit peu didactique, mais c'est très important, parce que ce vocabulaire va nous permettre justement d'aborder la diversité des choix de vie des personnes en termes de participation sociale, et la sexualité, la vie affective et sexuelle rentre bien entendu dans le champ de la participation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si... je connais par exemple une amie qui est psychologue, qui a fait du ski nautique, qui s'est fait arracher le petit doigt. Bon, il y a un préjudice, etc., esthétique, mais elle est psychologue en centre de post-cure en alcoolologie, elle n'est pas en situation de handicap. Elle aurait été concertiste et elle gagnerait sa vie en faisant 10 concerts par an de par le monde. Là, elle aurait été franchement en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on va rechercher dans l'environnement immédiat quels sont les éléments facilitateurs ou au contraire les obstacles. Qu'est-ce que ça peut être un obstacle ? Ça peut être un plan incliné qui manque pour aller à la banque, à la charcuterie ou à l'église ou à l'université. Ça peut être également les stéréotypes, les représentations des personnes. En 2006, s'il y a 4 Français sur 10 seulement qui pensaient que les personnes en situation de handicap avaient une sexualité, c'était un peu plus compliqué. Avant la loi de 2005, c'était compliqué aussi, c'est un élément facilitateur, une loi, de pouvoir scolariser son enfant en milieu ordinaire, par exemple. Un autre obstacle majeur que peuvent rencontrer les personnes, c'est le niveau de vie aussi. Effectivement, les revenus.
Lorsque vous êtes pauvre, comme disait Coluche, c'est quand même plus compliqué si vous êtes pauvre, black et lesbienne, ou alors si vous êtes un homme blanc de 50 ans et plutôt cadre sup, que ce soit pour être en bonne santé ou dans tous les champs de la participation sociale. Donc ça, c'est important. Nous ne devons plus dire l'handicapé ou les handicapés. Même le CSA s'oppose, nous demande de ne plus utiliser ce mot. Pourtant, on le lit encore, on l'entend encore à la radio, à la télé, etc. C'est extrêmement péjoratif. Déjà, ça renvoie à une norme très péjorative, parce que la personne est handicapée. On pourrait dire comme le gros, le juif, l'arabe, etc., etc. Le PD, voilà. C'est du même registre en ce qui me concerne. Dire personne handicapée, c'est déjà pas mal. Il y a une personne. Mais il y a toujours l'étiquette, il y a toujours le stigmate qui va être sur la tête de la personne. Dire personne en situation de handicap, c'est beaucoup plus juste. C'est déjà laisser entendre que la personne ne sera pas en situation de handicap dans tous les champs de sa participation sociale. C'est déjà lui laisser une place, une possibilité d'exister autrement que sous l'étiquette, sous le stigmate handicap. Et puis, ça nous permet de travailler des mécanismes de compensation qui sont inclus dans la loi du 11 février 2005, que ce soit par des aides effectivement qui sont financières, des aides techniques, des aides médicamenteuses ou des aides humaines. Et ce n'est pas mon propos, mais on pourra se poser la question effectivement de l'accompagnement sexuel qui pourrait être intégré comme une forme de compensation liée au handicap pour pouvoir effectivement permettre aux personnes d'accéder au champ de participation sociale de n'importe quel kidam. Ensuite, je crois qu'il est important aussi de définir ce qu'est la sexualité. Donc, il y a la définition juridique qui a été annoncée par M. Pi ce matin. Et puis, il y a aussi toutes nos croyances, tout ce qui effectivement reste dans nos têtes, dans nos représentations. C'est ce qui avait été aussi appelé ce matin sur la tuyauterie. C'est peut-être comme ça qu'on a appris un petit peu la sexualité, sur des schémas qui n'étaient pas très compréhensibles. Alors, première chose, c'est que la sexualité, ce n'est pas inné, ce n'est pas naturel, ça s'apprend. Ça s'apprend comme on fait du vélo, ça s'apprend comme beaucoup de choses. Ça s'apprend en faisant ses propres expériences, en expérimentant par soi-même. Ça s'apprend en prenant des informations sur Internet, auprès de ses parents, auprès de ses éducateurs au sens large, etc. Ça s'apprend en discutant avec ses pairs, lors du retour du chemin de l'école, etc., sur le chemin de l'école. Ça s'apprend de cette manière. Mais le premier organe sexuel, pour les sexologues, c'est bien le cerveau. C'est entre nos deux oreilles. C'est au niveau de nos représentations, notre imaginaire, nos fantasmes que ça va se passer. Deuxième organe sexuel, c'est la peau, la sensualité, la sensorialité, etc. Puis, en dernier lieu, vient le jeu plus ou moins trivial des organes génitaux, avec quelques bénéfices secondaires cependant, mais ce n'est pas forcément ça le plus intéressant. En particulier, c'est ce qui sera décrit par des personnes en situation de handicap. Donc la sexualité ne se résume pas à uniquement la génitalité dans un registre très hétérocentré d'ailleurs, comme ça a été le cas pendant des décennies. C'est-à-dire que ce qui préoccupait les directeurs, les directrices d'établissements sociaux, médico-sociaux, c'est simplement que les garçons et les filles ne se retrouvent pas. Il pouvait se passer n'importe quoi, ce qu'ils voulaient dans le dortoir des garçons, dans le dortoir des filles. Ce qu'on ne souhaitait pas, c'est qu'ils se reproduisent entre eux. Je mets des guillemets, bien entendu. Voilà. Et donc, pendant longtemps, l'approche du handicap, de cette thématique handicap et sexualité, a pâti de ces représentations qui sont encore fortement ancrées, malheureusement, dans certains établissements, et qui réduisaient la sexualité à la génitalité, à la procréation. Or, effectivement, ça a été dit, je vais passer très vite, la sexualité, c'est avant tout l'altérité. Ça nous renvoie effectivement à l'autre, et c'est une composante essentielle de la personnalité qui va fonder nos relations, aussi intimes ou non, avec les autres. Donc le champ de la sexualité est beaucoup plus vaste. Ce champ ne peut être entendu que dans une approche qui est bio-psychosociale. Et ça, c'est très important aussi, puisque on va être beaucoup, nous, dans le champ du social, de la loi, etc. Mais notre objectif à tous et à toutes, c'est avant tout de faire l'effort de toujours ramener notre réflexion dans un champ intégratif. Il y a toujours une part de somatique, il y a toujours une part de social, il y a toujours une part de psycho-affectif dans les pratiques sexuelles ou les comportements sexuels. Et c'est vraiment la nécessité, en équipe transdisciplinaire, lorsqu'on bosse en établissement, de pouvoir faire l'effort de toujours revenir à une réflexion qui va intégrer cette dimension bio-psycho-sociale.
Parce que même le choix d'une méthode de contraception, c'est bio, psycho, social. Ce n'est pas uniquement somatique. On pourrait effectivement l'imaginer. Mais si vous ne supportez pas l'idée d'avoir un corps étranger dans le corps, vous n'allez pas choisir un stérilet, par exemple, un dispositif intra-utérin ou un implant. Si vous avez du mal à prendre un traitement à heure fixe, vous ne pouvez peut-être pas choisir telle méthode de contraception orale, etc., etc. Et puis, si votre mère vous prend à part et vous dit « Tu sais, ma cocotte, nous, dans la famille, ta grand-mère, moi, ton arrière-grand-mère, on a tout utilisé cette technique. Et ben, dans la famille, c'est ça qui marche. Ben moi, je suis prêt à jurer que cette technique, même si elle est décriée sur le papier, dans les revues, dans les études, etc., elle aura peut-être beaucoup plus de chances de fonctionner pour cette femme, puisque c'est inscrit dans une lignée symbolique maternelle. Alors, 75, 2002, je vous fais grâce du texte 75, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a évoqué ce qu'était que la santé sexuelle. Ils ne sont pas tellement foulés, puisqu'en fait, ils ont rapporté, relié à la sexualité, la définition même de la santé. Or, la santé, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'absence de maladie, de dysfonction, d'infirmité. La santé, c'est avant tout un état de bien-être qui est physique, émotionnel, mental, sociétal, relié à la sexualité. Il n'y a que moi qui peux dire si je suis en bonne santé. C'est subjectif. Et puis, l'OMS est allé plus loin en disant que la santé sexuelle exigeait une approche qui était positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que les possibilités d'avoir des expériences dans le plaisir, en toute sécurité, sans coercition, sans qu'on m'impose quoi que ce soit, de quelque manière que ce soit, sans discrimination et sans violence. D'autres études, d'ailleurs, ont montré également ce que vous connaissez bien tous et toutes de manière empirique, c'est-à-dire tous les lundis matins, quand vous regardez la tronche de vos collègues au café, et que vous vous dites, lui ou elle aura mieux fait de plus s'éclater au lit cette nuit, ce week-end, être plus agréable, plus performante. Oui, les études ont montré qu'il y avait un lien direct, que vous connaissez, non pas à Lille, mais que vous connaissez très bien, entre la santé sexuelle, la santé physique et la santé psychique. Il y a même des études récentes qui ont montré que un orgasme était le meilleur traitement contre la migraine. Donc vous voyez, c'est même plus possible, avec la libération d'endorphines, etc., de dire non, pas ce soir chérie, j'ai la migraine, parce que là, l'autre va devoir se dire non. Il ou elle va devoir se dire non, zut, faut que je m'y colle. J'avais un débat à voir, ou un match, etc., ou une blanquette. Il y en a qui sont hyper excités par les débats ou les matchs. Alors, l'OMS est allé plus loin en stipulant que pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il fallait que les droits sexuels de chacun et chacune soient préservés. Alors, j'étais pas là ce matin, mais vous savez depuis ce matin que la sexualité n'est pas un droit opposable, bien entendu. C'était pas un droit de créance, c'était rappelé par... Enfin, tu l'as dit ou pas ? Ah, merde. Donc, c'est plus tard ? Bon, bref, ça sera dit plus tard. Donc, l'avis 118, la Commission consultative nationale d'éthique, etc. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir n'importe quel magistrat, juridiction ou je ne sais quoi en disant c'est dégueulasse, je n'ai pas eu d'orgasme depuis 4 mois et demi, je veux, j'exige, etc. Avoir un orgasme d'ici la fin du semestre ? Non. Ce n'est pas possible, ça a vraiment été rappelé, effectivement. Par contre, nul ne peut s'opposer à l'accès à une vie affective et sexuelle. Et c'est effectivement tout le travail et la réflexion qui va nous animer durant ces 2 jours. Donc, l'autre chose importante, c'est cette balance, vous voyez, qui est d'habitude la balance de la justice, mais là, qui est la balance qui représente la santé sexuelle et les droits sexuels. Pendant très longtemps, santé sexuelle, c'était uniquement axé sur les dangers, sur les risques, sur les dommages. Par exemple, il y a l'INPES, il y a quelques années, qui avait édité une carte postale que vous pouvez trouver, si ce soir vous allez boire un mojito en ville ou je ne sais quoi, où c'était écrit dessus « Ce soir, tu vas sucer la syphilis ». Je ne sais pas, vous ne l'avez pas vu ce truc-là ? Je l'ai en PDF, enfin, il n'y a pas de souci, on peut la commander encore à l'INPES, enfin à Santé publique France maintenant, voilà. Donc vous voyez, ça a renforcé le côté risque, danger, etc. C'est comme fumer dessus sur les paquets de tabac, quoi. Enfin, comme si ça avait arrêté quiconque de fumer, etc. Donc pendant très longtemps, handicap et sexualité n'étaient vus qu'à travers le prisme et le registre des dangers, de la vulnérabilité, etc., de l'impossibilité des personnes d'accéder à un statut d'adulte. Or, la santé sexuelle, c'est bien cette balance bien équilibrée entre la possibilité d'un épanouissement personnel, l'augmentation de la qualité de vie, le bien-être, et la réduction des risques et des dommages. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Ce sera toujours l'un et l'autre.
Les risques et les dommages sont les violences liées aux pratiques, au genre, etc., les infections sexuellement transmissibles, les dysfonctions sexuelles, les grossesses non prévues ou non désirées, etc. Mais souvent, tout le travail ne s'est axé qu'autour de ces risques et ces dangers. Et c'est bien le problème. C'est-à-dire que le droit sexuel, les voici. On ne va pas s'appesantir dessus, puisqu'en fait, c'est juste du champ des droits-libertés. Donc, ils ont été plus ou moins déclinés dans la loi de chaque pays signataire. Le droit de jouir du meilleur état de service, du meilleur état de santé sexuelle possible grâce à l'accès à des services médicaux spécialisés. Quid, effectivement, d'un gynéco, d'un uro, d'un sexologue, d'un thérapeute de couple accessible. Par exemple, je pense que le planning familial en parlera, avec le travail handicapé alors, qui est effectivement de former aussi l'ensemble des conseillères conjugales et des médecins des plannings pour pouvoir accueillir de manière égalitaire des personnes en situation de handicap. Le droit de demander, d'obtenir et de transmettre des informations ayant trait à la sexualité, le droit à une éducation à la sexualité. Le droit au respect de son intégrité physique. Ont été évoqués tout à l'heure les effets des traitements, des médicaments, les iatrogénies médicamenteuses. Effectivement, si on n'informe pas les personnes des effets des produits sur l'organisme, ça paraît curieux. Pourquoi est-ce qu'on a aussi mis sous pilule des générations de femmes en situation de handicap ? Pendant des décennies, elles ont bouffé des hormones de synthèse alors qu'elles n'auraient jamais eu peut-être de rapport sexuel fécondant, sans s'interroger sur l'impact sur la santé, mais aussi sur l'environnement. C'est curieux quand même. Pourquoi est-ce qu'un cancer chez une personne en situation de handicap est par exemple décelé 10 ans après une personne valide ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse peut-être moins à la prostate du résident en situation de handicap qu'à 50 ans, alors que le chef de service ou le directeur consulte depuis au moins 5 ans ? C'est curieux. Donc c'est ces processus qu'il va falloir effectivement analyser. Et puis, enfin, on voit le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. Alors, c'est un peu la limite de ce modèle, de ce système. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle quand même ultra-libéral qui a aussi le mauvais côté. C'est-à-dire qu'on fait porter uniquement sur l'individu la possibilité d'être en bonne santé. Comme si, dans une logique très libérale, on avait un capital santé en naissant et qu'on était cruche si on n'était pas capable de mourir en bonne santé. Si on grossit, si on fume, si on boit, etc., si on est malade, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas fait fructifier son capital santé, etc. Donc ça fait porter quand même sur l'individu, et non plus sur le groupe, la responsabilité quand même d'une santé globale et d'une santé sexuelle. J'en arrive à ce triangle éthique que vous connaissez tous, qui concerne effectivement l'approche de l'accompagnement qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le droit, qui est en bas à gauche, effectivement nous dit ce qui est légal ou illégal. C'est essentiel. Et on va continuer à en parler. Et puis on a parlé de la morale également ce matin. La morale, elle est contextualisée à une époque, à une culture, à une société, à un quartier même peut-être, etc. Et elle va nous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Et au-dessus, voici l'éthique, c'est-à-dire ce que la personne elle-même va choisir comme étant bon pour conduire sa vie. Ce que moi je décide comme étant bon pour conduire ma vie. Et ça va être d'autant plus compliqué si je suis une personne en situation de handicap institutionnalisée, parce que du coup, je vais avoir beaucoup de gens autour de moi qui vont avoir leur mot à dire concernant ma santé et mes choix de vie. Les horaires auxquels je mange, etc., les personnes que je peux rencontrer ou non dans ma chambre, dans mon lieu privatif, etc. Donc si on examine les demandes des personnes à l'intérieur des établissements sociaux ou médico-sociaux, si ça, dans le triangle éthique, j'ai envie de dire, c'est OK. Par exemple, il y a eu l'exemple du cannabis. Fumer une cigarette, c'est bon. Fumer du cannabis, par contre, ce n'est pas possible. Une personne qui serait tétraplégique, elle peut demander à son éducateur de lui rouler une clope lorsqu'elle est majeure. Bon, il peut le faire. Il va peut-être demander à l'ergothérapeute de trouver un système pour que la personne puisse fumer. Par contre, s'il lui demande de fumer du cannabis, un joint, là, ça va être compliqué. Parce que lorsqu'on est en posture professionnelle, on ne va pas pouvoir accompagner quelqu'un à transgresser la loi. Il va falloir énoncer quand même et lui dire que la détention et l'usage de cannabis est interdit par la loi. Quels que soient nos principes, on peut faire pousser du cannabis chez soi, etc., à titre personnel, faire ce qu'on veut, en discuter avec ses amis, mais lorsqu'on est en posture professionnelle, on ne peut pas accompagner quelqu'un à transgresser la loi. C'est la même chose d'ailleurs pour la prostitution qui a été évoquée ce matin.
Maintenant, la difficulté, c'est si la personne vous dit, écoute, François, t'es bien sympa. Toi, tu rentres chez toi, tu bosses, etc. Moi, j'ai une maladie évolutive, il me reste 6 mois à vivre. Alors tu crois que toi, avec tes grandes idées comme ça, parce que tu viens de Lille, tu as fait un colloque, tu vas me dire, moi, comment je peux gérer ma vie ? Alors que je passe la frontière, j'ai accès au cannabis thérapeutique, et toi, tu vas décider que pour les 6 mois qui me restent, effectivement, je ne pourrai pas utiliser le cannabis parce que ça va m'aider, ça va apaiser mes souffrances, ça va me permettre d'être mieux, etc. Et là, on est franchement en difficulté. On est dans ce qu'on appelle un conflit éthique. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on s'est posé les questions, qu'on n'a pas cherché à répondre immédiatement, mais qu'on s'est posé les questions. Et quelquefois, dans le lot des questions, on peut imaginer qu'il y a quelques bonnes questions. La difficulté, c'est une sorte de plafond de verre. Vous voyez, c'est un peu, on se moque des personnes en disant « mais non, mais vous êtes usagère d'un établissement social ou médico-social, vous êtes au centre du projet. » Mais c'est l'horreur. Les gens, ils n'ont pas envie d'être au centre du projet. Les gens, ils ont envie d'être dans le cercle décisionnaire. Et ce qu'on contemple, ce n'est pas la personne, mais c'est le projet. Moi, je ne veux pas être au centre du projet du dispositif. Je veux être dans le cercle de décision qui agit au quotidien sur quel projet de vie, de participation sociale j'ai, quel que soit mon état de santé ou mon handicap. Ça, c'est fondamental. Donc vous voyez qu'on peut aussi énormément dévoyer et proposer une norme, etc., qui va faire que c'est parce que j'ai des normes, des limites, que je vais les projeter sur la personne que j'accompagne. Non, accompagner quelqu'un, c'est aussi accepter de l'accompagner vers la moins pire des solutions. C'est accepter que la personne prenne des risques, peut-être se casse la figure, parce que je suis dans une posture éducative au sens large, je vais pouvoir l'accompagner. Ce n'est pas à moi de décider que Kevin ne va pas s'inscrire sur Mythique parce qu'il est trop naïf, qu'il va encore se faire avoir. Ce n'est pas moi de décider que Jessica ne mettra pas de leggings parce que ça fait trop handicapé, qu'elle est trop grosse, etc. Ce ne sera pas à moi de décider que Samira devra forcément passer à la tondeuse, à l'épilation, parce qu'on va à la piscine municipale, alors qu'elle ne le souhaite peut-être pas. Mais que j'aurais du mal, moi, en tant que professionnel, de subir le regard des autres. Donc cette posture est extrêmement complexe. C'est la question de qui décide de la norme. Sachant que la grosse difficulté que nous avons, c'est une approche qui est souvent le plus souvent valido-centrée. Nous imaginons que ce que nous avons connu dans notre expérience, dans notre éducation, ça vaut pour l'ensemble des personnes qu'on va accompagner. Mais pas du tout. Pas du tout. Les personnes vont nous apprendre peut-être d'autres manières de vivre la sexualité, d'autres manières de vivre une vie affective et sexuelle. Donc ce qui est très important, c'est qu'il faut le répéter en équipe, il faut se le répéter tous les matins en allant bosser, etc. Ce n'est pas moi l'expert, ce n'est pas le sexologue qui est l'expert, ce n'est pas l'éducateur qui est l'expert, ce n'est pas le chef de service ou la chef de service, c'est la personne qui vit une situation de handicap qui est experte de sa propre vie. Et plus la personne a des besoins spécifiques, plus la personne est en difficulté, plus c'est notre devoir de lui permettre de prendre le pouvoir sur sa vie, sur son existence. Plus c'est notre devoir de travailler ce qu'on appelle l'empowerment, la capacité de la personne, ou la jeune fille, la capacité de la personne à pouvoir prendre par elle-même, dans le libre arbitre, ses décisions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour pouvoir consentir, pour pouvoir prendre des décisions, ça veut dire que j'ai été éclairé, ce fameux consentement libre et éclairé. Ça veut dire donc que je suis capable de discerner les choix que je vais faire dans tous les champs de ma vie, y compris dans la vie affective et sexuelle. Et pour pouvoir discerner, ça veut dire que j'ai eu de l'information, une éducation, etc. On m'a informé. Je ne peux pas me prémunir de risques que personne n'a nommés. Je ne peux pas me prémunir de danger si je ne suis incapable, en étant déficitaire sur le plan intellectuel, de dénommer les parties de mon corps, de mes organes génitaux. Si jusqu'à 77 ans, on me dit Foufoune, Zézette, Marguerite, c'est arrivé là il y a 15 jours dans l'établissement, et que personne ne m'a désigné mon sexe en disant vagin, vulve, clitoris, gland, pénis, testicule, etc., je ne pourrais pas penser mon corps. Je ne pourrais pas penser. Si personne dans mon éducation, dans mon accompagnement m'a aidé à comprendre que sont ces petits papillons que j'ai dans le ventre, je ne pourrais pas choisir les bonnes décisions qui me concernent et aussi ne pas imposer à l'autre des violences liées à la sexualité. Ce travail est fondamental. Il faut donc décomposer et déconstruire un petit peu, changer de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut passer d'un statut où la personne en situation de handicap ne serait uniquement qu'objet
objet de compassion au pire, objet de soin au mieux, à sujet. Sujet de droit, bien évidemment, mais aussi sujet de désir. Sujet de désir à la fois désirante et désirable. Et ça, c'est le vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que manifester que c'est la personne qui est experte de sa propre vie, c'est ne pas hiérarchiser ce qu'on appelle les savoirs profanes et les savoirs scientifiques, professionnels ou universitaires. Je n'ai pas plus de savoir, plus de connaissances que la personne. Mon niveau de connaissance vaut aussi pour celui de la personne sur sa propre existence. Et du coup, ça nous permet peut-être d'avancer sur le temps 2.0 de cette thématique handicap et sexualité. Parce que des colloques, des films sur la sensibilisation, il y en a des tonnes. Mais il est peut-être temps de passer d'un niveau où on se posait la question en quoi je suis concerné par la sexualité des personnes en situation de handicap, qu'on soit professionnel de tout bord, etc. J'ai envie de dire c'est le minimum syndical quand même. Hein, voilà. À se poser la question en quoi et comment je suis impliqué. Je suis impliqué dans la responsabilité d'un accompagnement de cette personne, parce que c'est ma fonction, parce que c'est ma tâche, etc. Et là, effectivement, ça devient plus complexe. Et là, effectivement, il va falloir penser d'autres espaces, d'autres structures pour accompagner véritablement les personnes sur leur propre choix de vie. Et les vraies questions, d'ailleurs, qui se posent, vous le savez très bien dans la région, c'est, depuis longtemps, la question de la parentalité des personnes en situation de handicap. Et en particulier la parentalité des personnes déficientes intellectuelles. Et un regard social qui est quand même encore très péjoratif. Donc c'est vraiment un questionnement autour des postures professionnelles qui doit s'engager, mais, je suis en train de dépasser mon temps, vous ne m'avez pas arrêté, j'ai oublié de dire que j'étais bavard, mais avec effectivement une gradation. C'est-à-dire que lorsqu'on évoque handicap et sexualité, je vais aller très vite, on pense uniquement assistance sexuelle ou soins, accompagnement, thérapie. Donc on est déjà au sommet de la pyramide. Voilà, on se pose déjà, on regarde ça sans jeter les bases solides d'un édifice qui nous permet de penser ensemble une culture commune, un accompagnement qui est partagé avec les personnes en situation de handicap. Le premier niveau, c'est effectivement le respect et la reconnaissance. Et ce respect et la reconnaissance, il passe par la loi. Il passe par les textes aussi institutionnels qui sont dans les établissements, les règlements de fonctionnement, etc. Deuxième niveau, c'est l'information. Les droits sexuels. Ben oui, mais ça, c'est se brancher sur le réseau. Avoir quand même un minimum d'informations, de bouquins, etc., de flyers. Troisième niveau, et on n'est pas tous et toutes interchangeables, c'est le conseil orientation. Pourquoi choisir telle méthode de contraception? Comment faire effectivement pour aller sur Periscope, sur Mythique, sur Facebook, etc. Et enfin, effectivement, ce niveau mythique qui serait le soin, l'accompagnement, la thérapie, mais qu'on ne voit uniquement sous un versant très très médiatique, j'ai envie de dire, de l'assistance sexuelle ou de l'accompagnement sexuel. Or, si la base n'est pas solide, tout s'effondre. Ce n'est même pas la peine, effectivement, de penser à un accompagnement, une thérapie, un soin, si effectivement le respect et de la vie affective et sexuelle des personnes n'est pas assuré. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je pense qu'il est effectivement temps de passer d'un regard qui dévisage un problème à un regard qui envisage de vraies solutions avec les personnes concernées et pour les personnes concernées. Merci beaucoup.